Je m'appelle Espérance Morales et j'ai 78 ans. Je n'aurais jamais pensé qu'arriverait le jour où je devrais raconter cette histoire. Mais me voici, assise dans ce petit appartement que je peux à peine me permettre, me souvenant de comment j'en suis arrivée là. Tout a commencé il y a 5 ans, quand mon cher époux Roberto est mort. Nous avions été mariés pendant 52 ans, et son départ a laissé un vide dans mon cœur qui semblait impossible à combler. Roberto et moi avions travaillé toute notre vie pour construire quelque chose de beau. Notre maison à 2 étages dans le quartier de San Telmo, avec son jardin plein de jasmins et de roses, où nous avons élevé notre fille unique, Alejandra. Alejandra, mon Ale. Elle était la lumière de nos yeux, une enfant intelligente et affectueuse qui a obtenu son diplôme d'avocate avec les meilleures notes. Roberto et moi étions si fiers quand nous l'avons vue recevoir son diplôme. Je me souviens que ce soir-là, nous avons trinqué avec du champagne bon marché, parce que c'était tout ce que nous pouvions nous permettre à ce moment-là. Mais nous étions les parents les plus heureux du monde. Après la mort de Roberto, je suis restée seule dans cette grande maison. Les pièces ressemblaient à des échos vides de ce qui avait été autrefois notre foyer plein de vie. Alejandra, qui avait alors 43 ans et travaillait dans un cabinet prestigieux, venait me rendre visite le dimanche. Elle amenait ses 2 enfants, Matteo et Sofia, qui remplissaient la maison de leurs rires et de leurs espiègleries. Pendant ces premiers mois de veuvage, Alejandra se montrait très inquiète pour moi. « Maman, tu ne peux pas rester seule dans cette maison si grande, » me disait-elle. « C'est trop pour toi. Pourquoi ne viens-tu pas vivre avec moi ? J'ai suffisamment d'espace. » Je résistais. Cette maison contenait tous mes souvenirs. La cuisine où Roberto m'avait appris à faire son fameux asado. La chambre où Alejandra était née un matin de décembre. Le jardin où nous avions planté chaque arbre et chaque fleur de nos propres mains. Je ne pouvais pas m'imaginer vivre ailleurs. Mais Alejandra insistait. Chaque visite apportait de nouveaux arguments. « Maman, la maison est très détériorée. Elle a besoin de réparations qui coûtent une fortune. Le quartier n'est plus ce qu'il était. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire s'il t'arrive quelque chose et qu'il n'y a personne prêt pour t'aider ?» Graduellement, j'ai commencé à remarquer des changements dans son comportement. Ses visites sont devenues moins fréquentes. Quand elle venait, elle ne restait plus déjeuner comme avant. Elle semblait toujours pressée, toujours en train de regarder son téléphone, toujours en train de parler de combien elle était occupée avec le travail. Un jour, elle est arrivée avec des papiers à la main. « Maman, j'ai consulté quelques collègues sur ta situation, » m'a-t-elle dit, s'asseyant à la table de la cuisine où nous avions partagé des milliers de repas familiaux. « La meilleure option est que tu me transfères la maison. De cette façon, je peux tout gérer. Les réparations, les impôts, l'entretien. Tu n'as à te soucier de rien. » Mes mains ont tremblé quand j'ai pris les documents. C'était un acte de transfert. « Mais qu'est-ce qu'il y a pour moi, Al ? Où vais-je vivre ? » « Avec moi, maman. Je te l'ai déjà dit. Tu vivras avec moi et tu seras beaucoup mieux soignée. Pense-y. Plus de soucis pour la maison, plus de solitude. Tu pourras voir les petits-enfants tous les jours. » Quelque chose dans le ton de sa voix m'a inquiétée, mais... C'était ma fille. Je l'avais élevée avec amour. Je lui avais donné tout ce que je pouvais. Comment pouvais-je me méfier d'elle ? En plus, elle avait raison sur certaines choses. La maison avait effectivement besoin de réparation. Et je me sentais de plus en plus fragile pour tout gérer seule. J'ai signé les papiers. Au début, tout semblait bien aller. J'ai déménagé dans la maison d'Alejandra, qui était effectivement plus confortable et moderne. J'avais ma propre chambre
et les petits-enfants semblaient contents de m'avoir près. Je cuisinais pour la famille, j'aidais avec les tâches de la maison. Et pendant un moment, j'ai senti que j'avais pris la bonne décision. Mais petit à petit, les choses ont commencé à changer. Alejandra a commencé à me traiter non comme sa mère, mais comme un fardeau. « Maman, tu ne peux pas tant utiliser la cuisine. J'ai des invités importants qui viennent dîner, » me disait-elle. « Ouh, maman, tu dois baisser le volume de la télévision. Les enfants étudient. » Les petits-enfants, influencés par leur mère, ont commencé à me voir comme un obstacle aussi. Ils ne couraient plus m'embrasser quand ils revenaient de l'école. Au lieu de cela, ils se plaignaient quand je leur demandais de m'aider avec des choses simples comme atteindre quelque chose d'une étagère haute. Le point de rupture est arrivé il y a 6 mois. Un matin, quand je suis descendue prendre le petit déjeuner, j'ai trouvé Alejandra au téléphone dans le jardin. Je n'ai pas pu éviter d'entendre une partie de la conversation. Oui, la maison de San. Telmo est déjà sur le marché. Nous devrions obtenir un bon prix pour elle. La zone se revalorise beaucoup. J'ai senti comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds. Elle se dirigeait vers la cuisine quand elle m'a vue debout dans l'embrasure de la porte. « Maman, qu'est-ce que tu fais là? Al, tu es en train de vendre ma maison? » Ma voix est... sortie comme un murmure. Son expression s'est durcie. « Ce n'est pas ta maison, maman. C'est ma maison. Tu me l'as transférée, tu te souviens? Eh oui, je la vends. J'ai besoin de l'argent pour développer mon cabinet. Mais tu avais dit que c'était pour s'en occuper, pour faire les réparations. Les choses changent. Les affaires sont les affaires. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Et où vais-je vivre, moi? Cette maison, c'était mon foyer. Là sont tous mes souvenirs avec ton papa. Alejandra a soupiré avec impatience. « Maman, tu vis déjà ici. Tu n'as pas besoin de cette vieille maison pleine de fuites. » Mais je ne peux pas rester ici pour toujours. Allez. C'est ta maison, ta famille. J'ai besoin de mon propre espace. Bon, alors tu devras trouver quelque chose que tu peux payer avec ta pension. Sa froideur m'a laissé sans voix. Était-ce la même enfant que j'avais consolée quand elle faisait des cauchemars? La même qui avait pleuré dans mes bras quand son premier petit ami l'avait quittée? La même à qui j'avais appris à... cuisiner? À conduire? À être une femme forte et indépendante? Pendant les semaines suivantes, j'ai essayé de lui parler, de lui faire reconsidérer. Je lui ai rappelé tous les sacrifices que Roberto et moi avions faits pour elle. Les cours de piano que nous avions payés en travaillant des heures supplémentaires. L'université privée que nous avions financée en vendant ma bague de mariage. Les années où j'ai gardé ses enfants quand elle construisait sa carrière. Mais chaque conversation se terminait pareil. C'était votre décision, maman. Personne ne vous a demandé de faire ces sacrifices. La goutte qui a fait déborder le vase est arrivée le mois dernier. J'avais trouvé un petit appartement que je pouvais payer avec ma pension. Mais j'avais besoin de quelques-uns de mes meubles de la maison de San Telmo. C'étaient des meubles que Roberto avait faits de ses propres mains. Une commode, une table basse, une armoire. Ils avaient une valeur sentimentale, pas monétaire. Quand j'ai demandé à Alejandra de me les donner, sa réponse m'a brisé le cœur. « Maman, ces meubles se sont vendus avec la maison. J'ai obtenu un meilleur prix en la vendant meublée. » « Comment as-tu pu faire ça, Ale ? Tu savais ce qu'ils signifiaient pour moi. C'étaient de vieux meubles, maman. Ils ne servaient à rien. Ce fut la dernière goutte. 50 ans de mariage, une vie entière de souvenirs,
réduite à de vieux meubles qui ne servaient à rien. Je me suis levée, tremblant de douleur et de rage. « Alejandra, comment as-tu pu me faire ça? Je suis ta mère. Je t'ai donné la vie, je t'ai élevée, j'ai tout sacrifié pour toi. Et alors est arrivé le moment que je ne pourrai jamais oublier. Ma fille unique, s'est levée et avec une voix pleine de mépris, m'a crié. « J'ai vendu tout ce qui t'appartenait. Tu ne représentes plus rien pour moi. » Salut! Ces paroles ont été comme des lames dans mon cœur. Je suis restée là debout, voyant comment l'enfant que j'avais porté dans mes bras, à qui j'avais chanté des berceuses, que j'avais consolé à chaque chute et célébré à chaque réussite, me regardait comme si j'étais une étrangère gênante. « Tu as une semaine pour partir de ma maison, » a-t-elle ajouté, et elle est sortie de... la pièce me laissant seule avec ma douleur. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort de Roberto, j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Je n'avais pas seulement perdu ma maison et mes souvenirs, j'avais perdu ma fille. Les jours suivants ont été un flou de douleur et de confusion. J'ai emballé mes quelques affaires, les vêtements, quelques photographies que j'avais réussi à sauver, quelques objets personnels qui me restaient. Les petits-enfants évitaient de me regarder dans les yeux. Je crois qu'au fond, ils savaient que ce qui se passait n'était pas bien. Mais c'étaient des enfants pris dans la situation. Le jour où j'ai déménagé dans ce petit appartement, seule Maria, l'employée domestique d'Alejandra, est venue me dire au revoir. Avec des larmes aux yeux, elle m'a embrassée et m'a chuchoté. « Madame Espérance, vous ne méritez pas ça. Vos petits-enfants vont beaucoup vous regretter. » Et me voici maintenant, 6 mois plus tard, dans cet appartement d'une pièce qui sent l'humidité et où le bruit de la rue ne s'arrête jamais. C'est si différent de ma maison avec le jardin de jasmin, où l'après-midi on n'entendait que le chant des oiseaux. Mais vous savez quoi? J'ai appris quelque chose d'important durant ces mois de solitude. Que l'amour véritable ne peut pas s'acheter ni se vendre, et que la dignité ne peut pas être enlevée, même si on essaie de la piétiner. J'ai commencé à reconstruire ma vie. J'ai rencontré Doña Carmen, ma voisine d'à côté, qui est aussi veuve et est devenue une grande amie. Nous nous retrouvons pour prendre le maté tous les après-midi et partageons nos histoires. Elle a aussi des problèmes avec ses enfants, bien que pas aussi graves que les miens. J'ai aussi commencé à aller dans un centre de jour pour personnes âgées, où ils donnent des cours de tricot et organisent des activités. Au début, ça m'a coûté, parce que j'avais toujours été très indépendante, mais petit à petit, j'ai commencé à l'apprécier. J'ai rencontré d'autres personnes qui, comme moi, avaient traversé des situations difficiles avec leur famille. Il y a des jours difficiles, bien sûr. Des jours où je me réveille et pendant un moment j'oublie où je suis. Et je cherche Roberto dans le lit vide. Des jours où je vois des enfants dans la place et je me demande comment grandissent Matteo et Sofia. Quelles nouvelles? Choses ils ont apprises, s'ils se demandent parfois où est leur grand-mère. Mais il y a aussi de bons jours. Des jours où je reçois une lettre de ma cousine Elena, qui vit en Espagne, et me raconte sa vie. Des jours où Doña Carmen m'apporte des empanadas faites maison, et nous rions en nous souvenant de nos maris. Des jours où, au centre de jour, ils organisent un événement spécial, et je me sens partie d'une communauté. Ce qui me fait le plus mal, ce n'est pas d'avoir perdu la maison ou les meubles. Ce qui me fait le plus mal, c'est d'avoir perdu ma fille. Parce qu'une maison peut se remplacer, les meubles peuvent s'acheter neufs. Mais une fille est unique. Parfois, je me demande où je me suis trompée comme mère.
Est-ce que je l'ai trop gâté? Est-ce que je ne lui ai pas enseigné suffisamment de valeur? Était-ce ma faute qu'elle soit devenue une personne si froide et calculatrice? Mais alors je me souviens de l'enfant douce qu'elle était, et je sais que quelque chose a changé en chemin. Peut-être était-ce la pression du travail? Peut-être la société dans laquelle nous vivons maintenant, où tout se mesure. En termes économiques, l'argent qu'elle a obtenu par la vente de ma maison a dû lui servir pour développer son cabinet, comme elle le voulait. J'espère que ça s'est bien passé pour elle, bien que je ne le saurai jamais. Parfois, en me promenant dans le quartier, je vois des panneaux de son cabinet d'avocat et je ressens un mélange étrange de fierté et de tristesse. Il y a un mois, j'ai croisé une ancienne voisine de San Telmo, Madame Rodriguez. Elle m'a reconnue et m'a demandé pourquoi j'avais vendu la maison. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle n'a pas pu cacher son choc. Mais Espérance, cette maison est magnifique maintenant. Les nouveaux propriétaires l'ont complètement rénovée. Elle a dû valoir une fortune. J'ai senti une pointe dans la poitrine, mais aussi une étrange satisfaction. Au moins ma maison, la maison que Roberto et moi avions construite avec tant d'amour, était soignée par quelqu'un qui la valorisait. J'ai beaucoup pensé au pardon durant ces mois. Les dimanches, quand je vais à l'église du coin, ce n'est pas la même où je me suis mariée avec Roberto, mais elle est accueillante. Le père Martin parle toujours du pardon. Il dit que pardonner, ce n'est pas oublier, mais libérer le cœur de la rancœur. Ai-je pardonné à Alejandra? Je ne sais pas. Certains jours, je sens que oui, que je comprends que les personnes peuvent à mieux changer, que peut-être les pressions de sa vie l'ont menée à prendre des décisions qu'au fond, elle ne voulait pas prendre. D'autres jours, la rage m'envahit et je pense à tout ce que j'ai perdu pour avoir eu confiance en elle. Mais ce que je sais, c'est que je ne peux pas vivre avec de la haine dans mon cœur. Roberto disait toujours que la haine, c'est comme prendre du poison, en espérant que l'autre meure. Je ne vais pas empoisonner mes dernières années avec du ressentiment. Au lieu de cela, j'essaie de me concentrer sur ce que j'ai. Ma santé, qui, bien qu'elle ne soit pas parfaite, me permet de me débrouiller seule. Mon esprit, qui est encore clair et me permet de me souvenir des moments beaux de ma vie. Mes nouvelles amitiés, qui m'ont montré que la famille n'est pas toujours déterminée par le sang, mais par l'amour et le soin. Mutuelle. J'ai aussi commencé à écrire. Je n'ai jamais pensé que je le ferais, mais Doña Carmen m'a offert un beau cahier pour mon anniversaire et m'a encouragée à noter mes mémoires. Au début, j'écrivais sur Roberto, sur nos premières années de mariage, sur la naissance d'Alejandra. Mais petit à petit, j'ai commencé à écrire aussi sur cette nouvelle étape de ma vie. Écrire m'a aidé à traiter tout ce qui s'est passé. Ça m'a aidé à comprendre que ma vie ne s'est pas terminée quand Alejandra m'a trahi. Ma vie a changé, oui, mais elle ne s'est pas terminée. Il y a quelque chose que je veux dire à d'autres personnes qui pourraient traverser des situations similaires. Vous n'êtes pas seul. C'est plus commun qu'on ne le pense. Au centre de jour, j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont vécu des expériences pareilles. Des enfants qui ont profité de la confiance de leurs parents, qui les ont manipulés ou les ont abandonnés quand ils ne leur étaient plus utiles. Ce n'est pas facile de parler de ces sujets. Il existe une honte sociale autour de l'abandon familial. Les gens supposent que si tes enfants te traitent mal, ça doit être parce que tu as été un mauvais parent. Mais ce n'est pas toujours ainsi. Parfois, simplement, les personnes changent, et pas toujours pour le mieux.
Mais j'ai aussi appris qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, qu'on peut reconstruire une vie, même à 78 ans, qu'on peut former de nouveaux liens affectifs, qu'on peut trouver un but et de la joie dans des endroits inattendus. L'autre jour, une nouvelle dame est arrivée au centre de jour. Elle avait l'air perdue et triste. Je me suis approchée d'elle et lui ai offert de s'asseoir avec moi pour prendre le thé. Pendant que nous parlions, j'ai vu dans ses yeux la même douleur que j'avais ressentie. Son histoire était différente de la mienne, mais l'abandon fait mal pareil, peu importe les circonstances. J'ai pu l'accompagner, l'écouter, lui offrir le réconfort que j'avais eu besoin dans mes moments les plus sombres. Et je me suis rendu compte que peut-être mon expérience, aussi douloureuse qu'elle ait été, m'avait donné quelque chose de précieux. La capacité de comprendre et d'aider d'autres qui traversent la même chose. Maintenant, j'ai une petite routine qui donne structure et sens à mes journées. Le matin, après le petit déjeuner, je sors me promener dans le quartier. C'est un quartier humble, très différent de l'élégant San Telmo où j'ai vécu tant d'années, mais il a son propre charme. Il y a une petite place où les enfants jouent et les mères se retrouvent pour bavarder. Parfois, je m'assois sur un banc et je les observe, me souvenant quand Alejandra était petite. L'après-midi, après le déjeuner, je vais au centre de jour. Là, j'ai mes cours de tricot. Je fais une belle couverture avec de la laine de couleur vive. Je participe au groupe de conversation. Et parfois, j'aide à organiser les événements. Ils m'ont proposé de donner une conférence sur la cuisine traditionnelle. Argentine, parce que beaucoup des dames plus jeunes veulent apprendre les recettes d'avant. Les week-ends sont plus tranquilles. Doña Carmen et moi cuisinons souvent ensemble. Elle m'a enseigné quelques recettes de sa région natale, Tucumán, et je lui ai enseigné les secrets des plats porteños que j'ai appris de ma mère et de ma grand-mère. Parfois, je reçois des appels de numéros inconnus, et mon cœur sursaute, me demandant si ce sera Alejandra. Mais ce n'est jamais elle. 6 mois ont passé sans un seul mot d'elle. Elle ne m'a même pas appelée pour mon anniversaire. Dans les moments de plus grande solitude, je parle avec Roberto. Je sais que ça peut paraître étrange, mais je sens sa présence avec moi, surtout le soir. Je lui raconte ma journée, les personnes que je rencontre, comment je me sens. Parfois, je le gronde même affectueusement de s'en être allé et de m'avoir laissé seule pour affronter ça. « Roberto, lui dis-je, tu n'as jamais imaginé que notre âle allait faire ça, n'est-ce pas ?» Et je peux presque entendre sa voix répondre. « Espérance, mon amour, nous l'avons élevée avec amour. Ce n'est pas notre faute si elle a choisi un autre chemin. » Si je pouvais parler avec Alejandra maintenant, qu'est-ce que je lui dirais? C'est une question que je me pose souvent. Je crois que je lui dirais que je lui pardonne, non pour elle, mais pour moi. Que je comprends que les personnes changent et que peut-être les pressions de sa vie l'ont menée par un chemin qui n'est pas vraiment qui elle est. Je lui dirais que, malgré tout ce qui s'est passé, je ne regrette pas de l'avoir élevée avec amour. Que les années que j'ai passées à m'occuper d'elle, à lui enseigner, à l'aimer, ont été parmi les plus belles de ma vie. Que ces souvenirs, personne ne peut me les enlever. Je lui dirai que j'espère qu'un jour, quand ses enfants seront plus grands et qu'elle commencera à vieillir, elle comprendra ce qu'on perd quand on brise les liens familiaux. Et que si un jour elle veut réparer notre relation, ma porte sera ouverte. Mais je lui dirai aussi que je ne suis plus la même femme vulnérable qui a signé ses papiers il y a 5 ans. Que j'ai appris à me valoriser moi-même, à ne permettre à personne de me traiter comme si je n'étais pas importante. Que j'ai découvert qu'on peut vivre avec dignité même dans des circonstances difficiles. Noël dernier a été particulièrement dur. C'était le premier que je passais complètement seule en 78 ans. Mais Doña Carmen m'a invitée à dîner avec sa famille. Et bien qu'au début je me sois sentie comme une intruse, j'ai fini par passer une belle soirée entourée de gens qui m'ont traitée avec affection et respect.
Sa plus petite fille, une fillette de 5 ans appelée Valentina, s'est assise avec moi après le dîner et m'a demandé si elle pouvait m'appeler Grand-mère Espérance. Mon cœur s'est rempli de tendresse. « Bien sûr, mon amour », lui ai-je dit. Et à ce moment-là, j'ai compris que la famille peut prendre beaucoup de formes différentes. Maintenant, Valentina vient me rendre visite souvent. Elle m'apporte des dessins qu'elle fait à la maternelle et me raconte des histoires inventées sur des princesses et des dragons. Je lui enseigne de vieilles chansons et je lui fais des tresses dans les cheveux. C'est comme avoir une petite fille de nouveau. Et bien qu'elle ne soit pas de mon sang, l'affection est réelle et pure. J'ai aussi commencé à faire du travail bénévole. Une fois par semaine, je vais à l'hôpital public du quartier et j'aide au service de pédiatrie. Je ne fais pas de tâches médicales, bien sûr. Mais je lis des contes aux enfants qui sont hospitalisés. Je les aide avec les devoirs de l'école quand ils se sentent parfois bien. Et parfois, je reste simplement avec eux pour qu'ils ne se sentent pas seuls. Il y a un petit garçon, Joaquin, qui est hospitalisé depuis plusieurs mois pour un problème cardiaque. Ses parents travaillent toute la journée et ne peuvent le visiter que le soir. Joaquin et moi avons développé une amitié spéciale. Il adore que je lui lise les contes d'aventure. Et j'aime voir comment ses yeux s'illuminent à chaque histoire. L'autre jour, il m'a dit « Grand-mère SP, c'est comme ça qu'il m'appelle. Quand je guérirai et sortirai de l'hôpital, est-ce que je peux venir te rendre visite chez toi ?» Je lui ai dit que bien sûr que oui, que ce serait un honneur de recevoir sa visite. Ces nouvelles relations m'ont enseigné quelque chose d'important. L'amour n'est pas une ressource limitée. Ce n'est pas parce qu'Alejandra m'a abandonnée que je ne peux pas aimer et être aimée par d'autres personnes. Le cœur humain a une capacité infinie pour l'amour, si on se permet de l'ouvrir. J'ai aussi commencé à penser au futur d'une manière différente. Avant, quand je vivais avec la certitude qu'Alejandra prendrait soin de moi quand je serais très âgée, je ne me souciais pas de faire des plans à long terme. Mais maintenant, je sais que je dois être responsable de mon propre futur. J'ai commencé à économiser un peu chaque mois de ma pension, aussi petite que soit la somme. J'ai aussi commencé à me renseigner sur les maisons de retraite, non parce que je veux partir maintenant, mais parce que je veux prendre la décision par moi-même quand le moment viendra, au lieu que d'autres la prennent pour moi. Il y a une maison de retraite jolie, à quelques pâtés de maisons du centre de jour, où quelques-unes de mes amies vivent déjà. Elle n'est pas luxueuse, mais elle est propre, sûre, et le personnel semble affectueux. Quand ce sera le moment, et j'espère que ça prendra beaucoup d'années, je crois que ça pourrait être un bon endroit pour vivre. Cela m'a fait réfléchir sur l'importance de la planification et de l'indépendance, même dans la vieillesse. Pendant des décennies, les femmes de ma génération ont été éduquées pour dépendre de nos maris et puis de nos enfants. Mais la vie m'a enseigné que cette dépendance peut être dangereuse. Il est important de maintenir l'autonomie tant que c'est possible. Aux femmes plus jeunes qui pourraient être en train de lire ceci, je dirais « aimez vos familles, mais ne mettez pas toute votre sécurité émotionnelle et économique entre les mains d'autres. Maintenez votre indépendance. Construisez vos propres réseaux d'appui. Et jamais, jamais ne signez de papiers importants sans consulter quelqu'un de confiance qui n'a pas d'intérêt dans l'affaire. » J'ai aussi commencé à voir ma situation d'une perspective plus large. Mon histoire n'est pas unique. Dans le monde entier, il y a des personnes âgées qui sont abandonnées ou maltraitées par leurs propres enfants. C'est un problème social dont on ne parle pas suffisamment, mais qui est très réel. En Argentine, comme dans beaucoup de pays, il n'y a pas suffisamment de politiques publiques pour protéger les personnes âgées de ce type d'abus. Les systèmes légaux sont souvent compliqués et lents, et quand on peut obtenir de l'aide, le mal est déjà fait. Je crois qu'il est important que, comme société, nous commencions à parler plus ouvertement de ces sujets. Que nous arrêtions de romantiser l'idée que la famille est toujours un endroit sûr.
que nous reconnaissions que la maltraitance envers les personnes âgées est une forme de violence qui doit être dénoncée et punie. Mais je crois aussi qu'il est important de ne pas généraliser. Tous les enfants ne sont pas comme Alejandra. J'ai rencontré beaucoup de belles familles où les enfants prennent soin avec amour et respect de leurs parents âgés. Le problème n'est pas la jeunesse d'aujourd'hui, comme j'entends parfois dire. Le problème, ce sont les valeurs individuelles et l'éducation que reçoit chaque personne. Pendant que j'écris ceci, 8 mois ont passé depuis qu'Alejandra m'a chassée de sa maison. La douleur n'est plus aussi aiguë qu'au début, mais elle est toujours là. Il y a des jours où je me lève en me sentant forte et indépendante, et des jours où la tristesse m'accable. Mais ce qui ne change jamais, c'est ma détermination à vivre avec dignité le temps qui me reste. Roberto disait toujours qu'on peut tout perdre dans la vie, l'argent, la maison, même la famille. Mais qu'il y a quelque chose que personne ne peut t'enlever, ta dignité, si tu ne la leur donnes pas. Je ne vais donner ma dignité à personne. Je vais continuer à me lever chaque matin, à m'arranger avec soin, à sortir me promener la tête haute. Je vais continuer à me faire de nouveaux amis, à apprendre de nouvelles choses, à profiter des petits plaisirs de la vie. Je vais continuer à être la grand-mère que je n'ai jamais été pour mes petits-enfants biologiques, pour les enfants comme Valentina et Joaquin, qui ont besoin d'amour et de soins. Je vais continuer à aider d'autres personnes qui traversent des situations similaires à la mienne. Je vais continuer à honorer la mémoire de Roberto en vivant chaque jour avec gratitude et espoir. Et qui sait, peut-être qu'un jour, Alejandra comprendra ce qu'elle a perdu quand elle a décidé d'échanger l'amour inconditionnel d'une mère contre l'argent d'une maison. Peut-être qu'un jour, ses propres enfants lui demanderont pourquoi ils ne parlent jamais de leur grand-mère. Peut-être qu'un jour, elle se rendra compte que les meubles qu'elle a vendus n'étaient pas juste de vieux meubles, mais l'histoire d'une famille. Si ce jour arrive, je serai là. Non parce que je l'attends, j'ai appris à ne pas vivre en attendant les autres, mais parce que j'ai choisi de rester ici, dans cette vie que j'ai reconstruite avec mes propres mains, entourée de personnes qui me valorisent pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. Et si ce jour n'arrive jamais, ça ira aussi. Parce que j'ai découvert quelque chose que je n'ai jamais pensé découvrir à 78 ans. Qu'une femme peut se réinventer à n'importe quel âge, que la fin d'une histoire peut être le commencement d'une autre, et que l'amour véritable, celui qu'on a pour soi-même, et celui qu'on partage avec ceux qui le méritent, ne finit jamais. Voici mon histoire. Une histoire de trahison et de douleur. Oui, mais aussi de résistance et de renaissance. Une histoire que j'espère pourra servir à quelqu'un d'autre qui traverse une situation similaire. Une histoire qui dit que peu importe combien de fois on vous fait tomber, vous pouvez toujours vous relever une fois de plus. Je m'appelle Espérance Morales, j'ai 78 ans, et voici ma nouvelle vie. Une vie qui, contre toute attente, est encore pleine d'espérance.